Bonsoir les amis, on se retrouve à nouveau. Vous êtes sur la page de Géorgie de France. Je ne vous vois pas encore, mais je vais attendre, comme d'habitude, que vous soyez là avant que je fasse rejoindre notre invité d'aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien déjà. Voilà. Voilà, vous êtes là. Si vous m'entendez bien, vous pouvez m'envoyer des réactions ou m'écrire tout simplement. Je vois que vous arrivez. Voilà, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, de me rejoindre. Nous sommes samedi, nous sommes samedi 3 octobre et ce soir, nous voudrions vous parler de l'aprasie. Coucou Frédéric, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien, Frédéric? Est-ce que il faut que je parle plus fort, moins fort? Est-ce que tout va bien? Ok, ok, très bien. Bon bah, je vais vous rappeler pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore notre page et nos autres supports. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook évidemment. Sur Facebook, nous avons le groupe de Géorgie Vue de France. Géorgie Vue de France, donc c'est le groupe qui vous permet de communiquer entre vous et de parler de la Géorgie, de la France, des échanges entre nos deux pays et de tous les événements culturels ou autres. J'essaie de vous partager énormément de choses, tout ce qui se passe en fait depuis que Damien est en vacances. Normalement, c'est Damien qui partage, qui est très actif dans le groupe. Ensuite, on a Serge également qui nous partage beaucoup d'informations. Bon, je vois vous êtes 7. Je vais attendre encore un peu avant d'appeler Tornike à nous rejoindre, notre invité d'aujourd'hui. Donc, je parlais des supports que nous avons à Géorgie Vue de France. Nous avons donc la page Facebook, le groupe Facebook, Instagram et nous avons également YouTube. N'hésitez pas de partager les vidéos, les enregistrements des lives qui sont sur YouTube parce que, par exemple, autour de moi, il y a des amis qui n'ont pas de Facebook et le fait d'avoir les vidéos sur YouTube me permet de leur partager ces enregistrements des lives. Voilà. Euh, donc, ensuite, vous avez dû voir que je vous ai créé des petits dossiers informatifs par rapport aux événements, aux peu d'événements qui sont en France en ce moment. Vous allez retrouver les événements culturels surtout. Il y a les stages polyphoniques, il y a les rencontres avec, par exemple, les rencontres des journées franco-géorgiens, etc. Voilà. Je vois ça augmente. Du coup, je continue. Euh, aujourd'hui, donc, on va parler de l'aprasie qui est la douleur de tous les Géorgiens. J'ai choisi ce thème parce que c'est un thème qui me touche particulièrement et je voudrais vous témoigner simplement de mon côté ce que j'ai vécu avec cette guerre. J'avais même pas 13 ans quand j'ai dû partir, fuir l'armée russe. J'ai failli dire l'armée rouge. Mais en fait, c'est la même chose, je pense. L'armée russe, et on a dû partir. Dans ma situation, il y a plus de 250 000 personnes en Abkhazie.
Donc, nous étions géorgiens, nous sommes géorgiens, c'est pour ça que nous avons dû quitter ce territoire de l'Abkhazie. Moi, j'ai été chanceuse parce que mes parents ont pu me sortir avant les atrocités que mes amis ont vues. Nous avons pu sortir directement par un bus. Il y a des gens qui ont traversé les montagnes, qui ont gelé, Voilà, il y a eu vraiment la situation beaucoup plus grave que ce que j'ai vécu, mais je peux vous dire que depuis ce jour-là, je n'arrive pas à oublier. Tous les soirs, quand je m'endors, je rêve, tous les soirs peut-être pas, mais très souvent, je rêve de mon enfance, de ma maison, de ce que j'ai quitté là-bas. Et j'aimerais, par exemple, pour montrer à mes enfants là où j'ai vécu, ou pour leur donner les jouets avec lesquels j'ai joué, ou les livres, ou les partitions que j'ai pu avoir en enfance, je peux pas, parce que simplement, je suis géorgienne et je ne peux pas rentrer en Abkhazie parce que je suis géorgienne. Bon, je vous ai assez parlé et on va justement discuter on va écouter notre invité qui est Tornike Gortadze, qui est donc le professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et qui va nous parler de l'Abkhazie. Je vais essayer. Voilà, je pense que Tornike est en ligne. Bonsoir Tornike, merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci Tamona. Alors, bonjour à tous et à toutes. Quand Tamona m'a demandé de parler de l'Abkhazie aujourd'hui, parce que nous sommes proches de la date d'anniversaire de la fin de cette guerre en 1993, donc c'est 27 septembre, c'est la chute de Souroumi. Ensuite, plusieurs jours plus tard, donc 31 septembre, c'est 30 septembre, hein, c'est le contrôle par les forces russes et sécessionnistes de l'essentiel du territoire de l'Abkhazie et l'exode qui commence. L'exode était déjà là, mais qui s'accentue à ce moment-là et qui s'achève avec le nettoyage ethnique de la population géorgienne de l'Abkhazie. Tamuna a parlé du chiffre de 250 000 personnes. On peut même dire que… J'ai dit. Plus de 250 000. Parce qu'il n'y a pas eu que les Géorgiens, finalement. Il y a eu des représentants de quelques autres communautés qui ont également quitté l'Abkhazie. Alors, une toute petite partie a pu revenir. Aujourd'hui, en Abkhazie, il y a quelques 40 000, 50 000, on ne sait pas, de Géorgiens, essentiellement dans le district de Gali, qui est situé dans la partie la plus méridionale de l'Abkhazie, qui avant la guerre, a été un district qui était quasiment à 100% peuplé de Géorgiens. Il y avait un demi-village, il y avait un seul village mixte dans la région de Gali, abkhazes géorgiens. Le reste, c'était que des Géorgiens. Et cette région, qui aujourd'hui est sous la domination de l'armée russe et de l'administration séparatiste, subit les pires pressions de la part du gouvernement local, une assimilation forcée, l'interdiction d'utiliser la langue géorgienne, une claire discrimination de la population locale, des violations des droits de l'homme quotidiennes, etc. Bon, alors il y a plusieurs angles pour parler de ce conflit. Il est absolument impossible en 30 ou 40 minutes de toucher tous les aspects de ce conflit. Certainement, mon choix va être arbitraire et ça va frustrer plus d'une personne, et moi-même également. J'ai pensé qu'il fallait évoquer les causes du conflit, mais encore une fois, parlant des causes du conflit, on ne peut pas aller trop loin dans l'histoire parce qu'on se perd après dans les considérations qui nous échappent ou qui sont du domaine d'affrontements entre les historiens. Mais ce qui me paraît important dans les causes du conflit, c'est que cette région représente pour les Géorgiens aujourd'hui, et depuis quelque temps,
une composante très importante de l'identité nationale, de l'histoire nationale. Pour les Géorgiens, l'Abkhazie, c'est l'un des berceaux de l'État géorgien. Au Moyen-Âge, lorsque le royaume géorgien s'est fondé, le royaume uni de différentes provinces, l'Abkhazie a joué un rôle prépondérant avec le sud de la Géorgie, le domaine des princes Bagrationi. L'Abkhazie était cette région d'où l'unité géorgienne a commencé. Bien plus tard, au moment de l'intégration de l'Abkhazie dans l'Empire russe, il y a eu des moments extrêmement pénibles lorsque l'administration russe, l'administration coloniale, a expulsé une bonne partie de la population de cette région vers l'Empire ottoman, principalement ceux qui de la religion musulmane. Et au XIXe siècle, lorsque la nation, au sens moderne du terme, en Géorgie s'est fondée dans son opposition à l'Empire russe et avec ses revendications nationales, cette revendication de la nation géorgienne, évidemment, s'étendait aussi sur l'Abkhazie. Alors, les séparatistes abkhazes et leurs supporters ont plusieurs critiques à adresser à la Géorgie. Ils disent que les Géorgiens, notamment, la Géorgie a intégré l'Abkhazie seulement en 1931. Et quand vous ouvrez Wikipédia dans plusieurs langues, vous voyez cette date de 1931 qui apparaît de façon assez étrange, où c'est marqué que c'est Staline qui aurait inclus l'Abkhazie, qui jusqu'à 1931 était indépendante. C'est Staline qui aurait rattaché l'Abkhazie à la Géorgie. Alors c'est un mensonge qui est facile à démonter, même si, évidemment, les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de cette région peuvent tout naturellement penser « Ah oui, bien sûr, Staline était géorgien et forcément, il aurait favorisé son pays d'origine. » Ce qui est en réalité, pourquoi cette date de 1931 ? Cette date de 1931 ne correspond pas à grand-chose en réalité. Parce que lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir, les différentes régions de l'ex-empire tsariste avaient des statuts qui n'étaient absolument pas uniformisés. Il n'y avait pas que l'Abkhazie qui avait le statut de la République soviétique, mais aussi Nakhichevan, mais aussi la Carélie carrément, qui est située à la frontière finlandaise, avait un statut de la République fédérée également. Et c'est seulement dans les années 20 et finalement dans les années 30 que les statuts ont été uniformisés. Donc l'Abkhazie, bien que ayant un statut en 1921 de la République soviétique, la même année, 1921, a été intégrée au sein de la République soviétique socialiste géorgienne, et en 1931, ils ont acquis le statut de la République autonome au sein de la Géorgie. Donc, ce sont des détails qui sont peut-être un petit peu techniques, mais donc ceux qui affirment le contraire, ceux qui affirment que l'Abkhazie a été inclus au sein de la Géorgie en 1931, c'est tout simplement mise sur le fait que personne n'ira vérifier ce qui s'est exactement passé. Les Géorgiens, alors moi je ne suis pas partisan du fait d'argumenter, de dire que la minorité abkhaze, qui à la fin de la période soviétique représentait 17,8% de la population de cette région, je parle de cette région, je ne parle même pas au niveau de la Géorgie. Au niveau de la Géorgie, l'ethnie abkhaze ne représentait qu'à peu près 2%, un peu moins de 2% de la population totale de la Géorgie. Et au sein même de cette province, qui aujourd'hui est séparée de facto de la Géorgie, est occupée par la Russie, l'ethnie abkhaze ne représentait que 17,8%. Les Géorgiens, il y avait la majorité relative, à peu près 46% de la population, et il y avait plusieurs communautés importantes, comme la communauté russe, communauté arménienne, 15% à peu près chacune, et la communauté grecque qui représentait à peu près 10%. Donc, c'est une région qui a toujours été une région multiculturelle, multiethnique. Ce que l'Empire russe et ce que l'Union soviétique ont fait en Abkhazie, c'est qu'ils ont tout de suite considéré que c'était une région importante où
qui aurait pu leur donner un levier, un moyen de pression sur la Géorgie afin d'affaiblir le nationalisme géorgien. Enfin, en tout cas, les revendications géorgiennes vis-à-vis de l'Empire russe d'abord et ensuite vis-à-vis de l'Union soviétique. Donc, il serait plus correct de dire que l'Empire russe au début, au XIXe siècle, et ensuite l'Union soviétique, ont empêché l'intégration de l'Abkhazie dans cette identité nationale géorgienne en essayant de renforcer les différences, en politiser les différences culturelles, par exemple, entre les Abkhazes et les autres Géorgiens. Et là-dessus, évidemment, il s'agit d'abord évoquer ce statut de la République autonome qui a été donné à l'Abkhazie. Vous savez que l'Union soviétique était un pays qui a eu une politique nationale extrêmement forte et particulière, qui a fait que, notamment en Géorgie, cette politique nationale, donc l'ethnofédéralisme soviétique, a renforcé les identités périphériques, les identités des peuples qui avaient un statut spécial, donc un statut autonome. Et ce statut autonome impliquait que ce peuple devait avoir son propre système d'éducation, son propre système, même ses propres quotas au sein du Parti communiste, même si les Abkhazes y étaient minoritaires, ils avaient la majorité au sein, en tout cas la majorité relative au sein du soviet local et au sein de l'élite du Parti communiste local. Donc, bien que minoritaires, ils étaient considérés comme étant un peuple titulaire, alors que les autres peuples, même s'ils étaient majoritaires, ou en tout cas qui étaient présents sur le territoire de l'Abkhazie, n'avaient pas le même statut, et ils devaient en quelque sorte accepter que sur cette portion du territoire, c'était bien l'ethnie abkhaze qui devait exercer, devait avoir une position privilégiée. Alors, pour être objectif, les Abkhazes ont également critiqué les Géorgiens en disant que dans les années 30, c'était l'inverse, et ils rappellent souvent le souvenir de Lavrenti Beria, qu'ils accusent d'avoir essayé de détruire la nation abkhaze. Il y a eu en gros, 1934 et 1954, pendant une vingtaine d'années, une politique où la langue abkhaze n'était pas enseignée, ou en tout cas perdue dans son statut dans cette région de l'Abkhazie. Mais le résultat de cela, ça n'a pas été l'assimilation des Abkhazes à la Géorgie. Encore aujourd'hui, vous avez très peu d'Abkhazes qui parlent géorgien, mais ça a été plutôt leur russification, parce que si les écoles en langue abkhaze ont été fermées, elles ont été transformées en écoles russophones. Donc aujourd'hui, la plupart de la population abkhaze, en tout cas urbaine, a du mal à s'exprimer dans sa langue d'origine, et ils sont beaucoup plus à l'aise en russe et non pas en géorgien. Donc si on devait accuser quelqu'un dans la destruction ou dans les tentatives de destruction de l'identité abkhaze, ce ne sont pas les Géorgiens, mais c'est bien les Russes. Et d'ailleurs, la même chose s'applique à la période du 19e siècle, lorsque les Abkhazes ont été déportés, ou en tout cas poussés à l'immigration vers l'Empire ottoman. Les Géorgiens, en tout cas les meilleurs représentants de la culture géorgienne, comme Chapchavadze ou quelques autres, ont essayé de protéger les Abkhazes, au contraire, contre cette politique tsariste, et essayé d'arrêter ce mouvement, cette émigration vers l'Empire ottoman, qu'on a appelé en russe mahadjirstvo, c'est-à-dire les muhajirs, c'était les réfugiés de la foi. C'est un terme arabe qui s'applique aussi dans d'autres régions du monde, mais les Abkhazes et les autres nord-caucasiens qui immigraient vers l'Empire ottoman étaient appelés les muhajirs, parce qu'ils étaient poussés donc vers l'Empire ottoman à cause de leur identité religieuse. Et les Géorgiens essaient d'empêcher ça, au contraire. Pourquoi ? Parce que potentiellement, encore au XIXe siècle, les Géorgiens considéraient que les Abkhazes ils pouvaient très bien être intégrés dans la population géorgienne, tout comme les autres représentants d'autres régions
géorgiennes avec leurs spécificités, comme les Mingréliens, les Slaves, évidemment, qui ont leur propre langue proche du géorgien, mais qui ethniquement et culturellement sont totalement intégrés dans la nation géorgienne. Donc on est dans cette période du 19e siècle de la refondation d'une nouvelle identité nationale, et l'intelligentsia géorgienne pense que les Apras sont comme d'autres Géorgiens, on peut tout à fait les intégrer, ils peuvent garder leur culture locale, mais faire partie en tout cas de cette nation géorgienne. Et c'est pour cette raison qu'ils voulaient empêcher cet exode vers l'Empire ottoman. Alors, la période soviétique a vu, surtout après la mort de Staline, une politique dans cette région d'Abkhazie qui devenait de plus en plus tendue entre la minorité apraz et la majorité géorgienne. Les Apras réclamaient de plus en plus de droits, de privilèges, et ils ont rencontré un écho favorable à Moscou, qui commençait à s'inquiéter dès les années 50-60 du fait que les Géorgiens pouvaient un jour se rebeller contre le centre impérial, le centre Moscou, et de réclamer l'indépendance. Donc ils ont trouvé un levier important en Abkhazie, et donc il y a eu une alliance objective entre la direction politique de l'Union soviétique à Moscou et l'espèce de l'ethnocratie locale qui avait tout intérêt à chercher la protection à Moscou contre cette majorité démographique géorgienne, parce qu'ils avaient peur tout simplement d'être, comme ils étaient très peu nombreux, d'être avalés par cette majorité géorgienne. Et donc on a vu les premières manifestations de séparatisme sur le plan politico-administratif, parce qu'ils voulaient se séparer du reste de la République soviétique de la Géorgie, dès les années 60. Et quasiment tous les 10 ans, il y avait des mouvements de ce type. Les représentants de l'ethnie apras se réunissaient dans un village dans la région de Gudauta, qui s'appelle Lichny, où ils votaient pour les espèces de pétitions qu'ils adressaient à Moscou, pour que Moscou intervienne pour les aider contre la Géorgie. Mais j'ai nommé cette région de Gudauta. Si vous regardez la carte de l'Abkhazie, il y a plusieurs. L'Abkhazie, la région, a été divisée en plusieurs districts. Donc du sud au nord, donc il y avait d'abord le district de Gali où à peu près 99% de la population était géorgienne. Après, il y avait le district de Chamchira où les Géorgiens étaient majoritaires, mais c'était une majorité relative. Il y avait également les Apras qui y habitaient, mais c'était à peu près 2 tiers, 1 tiers. Ensuite, il y avait une région, un district de Gouliripchi où les Géorgiens étaient également majoritaires et les Apras étaient quasiment absents. Ensuite venait le district de Sukhumi, également les Géorgiens majoritaires et les Apras quasiment absents. La ville de Sukhumi, où les Géorgiens étaient majoritaires, mais il y avait une minorité importante apras. Ensuite, la région, le district de Gudauta, où le seul district où les Apras étaient majoritaires, où ils étaient représentés à peine 55% du district. Et le dernier district au nord, le plus au nord, à la frontière avec la Russie, qui était le district de Gagra, où les Géorgiens avaient une majorité relative, donc ils n'étaient pas à 50%, mais ils étaient 30 et quelques. Et la deuxième communauté était la communauté arménienne, et les Apras arrivaient bien vers la fin. Donc ce qui s'est passé à la fin de la période soviétique, c'est que cette alliance entre la nomenclatura apraz et le centre moscovite s'est renforcée, parce qu'ils ont vu que, voilà, à partir des années à la fin des années 80, le mouvement national en Géorgie devenait de plus en plus puissant. Ce mouvement national n'a pas toujours été très prudent, il faut le dire aussi, dans ses revendications d'indépendance, parce qu'un certain nombre de leaders étaient pour un État unitaire pour la Géorgie. Et donc, ça, la nomenclatura apraz avait très bien utilisé ces peurs qui existaient déjà vis-à-vis de la majorité géorgienne, et ils ont compris, en tout cas, ils ont conclu que si la Géorgie devenait indépendante, l'Abkhazie ne pouvait plus revendiquer son autonomie au sein de la Géorgie, parce que tout simplement, comme ils étaient ultra minoritaires, n'importe quelle élection en Abkhazie finirait par la défaite du camp apraz. Et c'était que le système soviétique qui leur offrait
cet avantage particulier qui allait disparaître avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, les premières manifestations dans les années 80, donc à partir de 88-89, contre la Géorgie en Abkhazie, c'était des manifestations avec les drapeaux soviétiques et les photos de Lénine, en prouvant, enfin en tout cas, ils voulaient montrer que l'Abkhazie était fidèle à l'Union soviétique, contrairement à la Géorgie, et donc ils cherchaient finalement le maintien de ce statu quo soviétique qui leur était extrêmement avantageux. Pour cette raison, évidemment, ça ne pouvait que provoquer la montée des tensions de deux côtés. Il y a eu des clashs dès 1989, notamment lorsque il y a eu une séparation au sein de l'université de Sukhumi, lorsque la faculté géorgienne a été obligée de se séparer du reste de l'université, et au moment des examens d'entrée à cette université, il y a eu des attaques contre les étudiants et leurs parents. On a déjà eu, c'était en juillet 1989, on a eu une quinzaine de morts déjà en Abkhazie. Et lorsque, en Géorgie, la cause indépendantiste a entièrement gagné, les Abkhazes ont organisé, enfin en tout cas l'administration locale Abkhaze a organisé le référendum pour le maintien de l'Union soviétique. C'est-à-dire, en 1990, l'Union soviétique Gorbatchev a lancé un nouveau traité fédéral pour resserrer un petit peu l'Union soviétique qui craquait de tous les côtés. Ce référendum a été boycotté par plusieurs républiques de l'Union soviétique, par les pays baltes, par la Géorgie, par l'Arménie et par la Moldavie. Mais à l'intérieur de la Géorgie, la bureaucratie locale abkhaze, qui était très pro-soviétique, a quand même organisé ce référendum au sein de l'Abkhazie, où la participation n'a pas été énorme parce qu'ils n'étaient pas majoritaires, mais c'était la preuve que, contrairement au reste de la Géorgie, l'Abkhazie voulait rester au sein de l'Union soviétique. Ça n'a pas sauvé l'Union soviétique, évidemment. L'Union soviétique s'effondre et l'Abkhazie se retrouve dans les frontières internationalement reconnues de la Géorgie. Quand on regarde la presse russe, et souvent c'est copié aussi par une bonne partie de la presse occidentale, on accuse le président de l'époque de la Géorgie, Zviad Gamsakhourdia, d'être à l'origine du conflit de l'Abkhazie. Alors, on peut dire qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Zviad Gamsakhourdia, mais on ne peut vraiment pas lui reprocher le début de la guerre en Abkhazie, parce que c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui, malgré son côté très nationaliste et très patriote, et il a trouvé un modus vivendi avec la nomenclatura locale abkhaze. Il leur a promis que ce statut qu'ils avaient à l'époque soviétique allait leur être conservé, en plus de ça, ils allaient conserver la majorité au Parlement local, bien qu'ils ne représentent que 17,8% de la population. Donc c'était un accord entre le gouvernement central de Tbilissi et le gouvernement local d'Abkhazie, qui n'était pas un accord selon les critères démocratiques, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui a été fait pour maintenir la paix. Plusieurs mois plus tard, donc Gamsakhourdia a été renversé par un coup d'État. Je ne reviendrai pas sur les détails de ce coup d'État, mais ce coup d'État militaire, soutenu aussi avec la participation des anciens apparatchiks du Parti communiste, a été beaucoup moins prudent du coup avec l'Abkhazie, et la guerre a éclaté en août 1992. Le prétexte de la guerre a été le suivant. Beaucoup de partisans du président Gamsakhourdia déchu s'étaient réfugiés en Abkhazie. D'ailleurs, la population locale géorgienne d'Abkhazie était majoritairement pro-Gamsakhourdia. De façon générale, Gamsakhourdia avait des positions très fortes dans l'ouest du pays, et parmi les régions où ses partisans étaient influents et nombreux, était aussi l'Abkhazie. Et donc ce gouvernement, en tout cas les autorités qui étaient arrivées au pouvoir suite à ce coup d'État militaire, ont décidé de poursuivre
les partisans de Gamsakhodia sur le territoire de l'Abkhazie. En cela, ils ont reçu pas mal d'équipements militaires des troupes russes stationnées en Géorgie. Donc évidemment, on peut aujourd'hui considérer que c'était un traquenard parce qu'une fois ces troupes des autorités de Tbilissi entrées en Abkhazie, la nomenclature locale abkhaze a décidé que c'était l'invasion, et donc ils ont ouvert le feu, et c'est comme ça que la guerre a commencé. D'ailleurs, le feu a été ouvert juste à la frontière entre le premier district frontalier avec le reste de la Géorgie, Gali, et le second qui était le district de Chamchira. Évidemment, au début, ces troupes géorgiennes ont progressé rapidement. Ils avaient le contrôle de 2/3, voire 3/4 du territoire de l'Abkhazie, mais c'est ensuite, ils avaient même le contrôle du chef-lieu de l'Abkhazie, Sukhumi, jusqu'à septembre 93, mais très rapidement, la Russie a mobilisé les forces pour intervenir activement dans ce conflit. Une chose est intéressante aujourd'hui, quand on connaît maintenant ce que c'est que la guerre hybride, et on a appris ça finalement avec ce qui s'est passé en Ukraine en 2014, et donc l'occupation de la Crimée plus la guerre au Donbass, on a trouvé le terme et le concept de la guerre hybride. La guerre hybride était déjà là en Géorgie dans les années 90, parce que la Russie n'est jamais intervenue officiellement, en tout cas pas avant 2008. La Russie intervenait de façon non officielle. Vous aviez des citoyens russes qui venaient se battre en Abkhazie contre la Géorgie. Ces citoyens russes étaient des militaires, certains n'étaient pas des militaires, mais des volontaires en quelque sorte, qui bénéficiaient de la logistique des militaires russes, et parmi eux aussi il y avait de nombreux Nord-Caucasiens qui étaient transportés par les moyens techniques de l'armée russe vers l'Abkhazie. Il y a eu même un événement relativement important lorsque les avions de l'aviation russe ont bombardé la capitale régionale, donc Sukhumi, et la défense antiaérienne géorgienne a réussi à abattre l'un de ces avions avec tous les attributs, avec les insignes de l'armée russe. Et le ministre de l'époque de la défense russe, Pavel Gratchov, avait déclaré que c'était un avion militaire géorgien qui bombardait sa propre population. Il avait tout simplement peint l'avion géorgien un avion russe. Donc vous voyez à peu près le niveau de l'implication de la Russie, et aussi de la guerre de l'information, etc. Tout ça n'est pas nouveau, existait bien déjà dans les années 90. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Les réfugiés ont commencé déjà à affluer déjà en 92-93, parce que au fur et à mesure que le conflit progressait, l'autre camp voyait le soutien accroître du côté de la Russie, et la balance penchait de plus en plus de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que la ville de Sukhumi, qui a fini par être encerclée par les troupes russes séparatistes volontaires de Nord-Caucase, était bombardée pendant plusieurs mois, quasiment quotidiennement. C'était comme à Sarajevo, enfin, je parle surtout pour les Européens de l'Ouest qui nous écoutent, qui ont des souvenirs, des images terribles de bombardement de Sarajevo. C'était tout à fait comparable, sauf que à l'époque, les médias occidentaux, en général, les médias occidentaux et les médias grand public ne peuvent pas traiter 3-4 conflits à la fois. Bon, là, les Balkans étaient beaucoup plus proches de l'Europe occidentale. Tout le monde était focalisé sur les horreurs des Balkans, et la Géorgie était laissée complètement à l'abandon à la Russie. La Russie avait la carte blanche totale dans cette guerre face à la Géorgie. Et d'ailleurs, ça me permet de critiquer cette approche qui dit que la Russie est finalement intervenue en Géorgie en 2008
que parce que la Géorgie voulait se rapprocher de l'OTAN et l'OTAN représente le danger pour la Russie. En 1992, il n'y avait pas l'ombre de l'OTAN. Il y avait même dans les rêves les plus fous, la Géorgie ne pouvait prétendre d'adhérer à l'OTAN et personne ne parlait à l'adhésion à l'OTAN, mais la guerre a quand même eu lieu parce que la Russie considérait que la Géorgie devait faire partie de sa zone d'influence et lorsque la CEI a été créée, la Géorgie n'a pas voulu devenir membre de la CEI et ça a été une punition pour obliger la Géorgie de rentrer dans la CEI qui était une espèce d'étranger proche, donc ce concept qui a été inventé par la Russie pour remplacer l'Union soviétique. Donc, septembre 93, la défaite des troupes gouvernementales et la prise de Sukhumi par les troupes séparatistes russes et le massacre de la population, le massacre des réfugiés sur la route de l'exil, parce qu'il y avait évidemment une route du sud, mais qui avait été coupée. La route principale passe par le littoral, mais qui avait été coupée. Et donc, les gens ne pouvaient pas passer par cette route du sud. Alors, ils ont passé par les montagnes du Caucase, notamment par la Svaneti. C'était fin septembre, début octobre, les premières neiges. Et les gens ont fait à peu près une centaine de kilomètres, voire plus, à pied, dans la montagne. Et ce qui a provoqué, ils étaient régulièrement harcelés, bombardés, par les tirs d'artillerie notamment, et il y a eu pas mal de morts sur cette route de la mort à ce moment-là, pendant cet exil. En 1994, la Russie a réussi à complètement agenouiller la Géorgie et a réussi à obtenir de la Géorgie un traité qui ressemble à un traité de capitulation. Donc c'est un traité de janvier 1994, signé à Moscou entre la Géorgie et la Fédération de Russie. Et la Russie obtient plusieurs choses par ce traité. Premièrement, les troupes russes se transforment en troupes de maintien de la paix. Donc, les mêmes troupes qui combattaient, quasiment les mêmes, personnellement, ce n'était pas les mêmes, mais les troupes qui combattaient la Géorgie en Abkhazie, par le biais de ce traité, sont devenus les troupes de la paix. Donc, c'était des gens, ils étaient à la fois juges et partis. Parce que personne d'autre dans le monde, ni l'Union européenne, ni l'OSCE, ni l'OTAN, bien sûr, ne pouvait intervenir dans cette région et avait laissé complètement à l'abandon la Géorgie à la Russie. Donc, deuxième composante importante de ce traité, c'était que la Russie obtenait de la part de la Géorgie le droit de stationner ou de maintenir 4 bases militaires sur le territoire de la Géorgie. Donc, une base à Vaziani à côté de Tbilissi, une base à Batumi, une base à Khalkhalaki dans le sud, et une 4e base en Abkhazie, notamment dans la région de Goudahouta, une base aérienne, plus les troupes de maintien de la paix. Donc, la Géorgie avait abandonné en grande partie sa souveraineté à la Russie, même si officiellement la Géorgie était reconnue comme étant un pays indépendant, mais avait complètement abandonné sa souveraineté à la Russie. Encore plus parce que, troisième point important de ce traité, qui n'était pas d'ailleurs, c'était un annexe, ce n'était pas dans le traité officiel, la Russie conservait le droit de regard sur la nomination de tous les ministres dits de force, c'est-à-dire les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des renseignements, les chefs des renseignements, devaient être en Géorgie, lorsqu'ils étaient nommés, devaient être avalisés par la Russie. Et souvent, c'était ces personnalités qui avaient été nommées par Shevardnadze étaient des gens qui avaient une solide réputation de pro-russe, ou alors des gens qui étaient directement des Géorgiens et qui vivaient en Russie, qui avaient été envoyés de là-bas, comme le ministre de l'époque de la Défense, M. Nadibaïdze, qui parlait à peine géorgien, le ministre de la Sécurité, qui a fait l'équivalent du KGB, M. Giorgadze, qui était directement, c'était un homme du KGB, qui d'ailleurs, en 1995, lorsqu'il a fui la Géorgie, s'est réfugié en Russie, etc., etc. Donc, c'est un traité désastreux pour la Géorgie, qui en plus accepte d'intégrer la CEI. Alors, en échange de quoi, finalement? En échange du fait que
la Russie, officiellement, ne reconnaissait pas l'indépendance de l'Abkhazie et promettait à la Géorgie que voilà, la Russie allait servir d'intermédiaire entre les Abkhazes et les Géorgiens. Donc, évidemment, rien de tel. Les années passèrent et la Russie, c'est la Russie finalement qui conservait, de facto, la séparation de l'Abkhazie vis-à-vis du reste de la Géorgie, parce que ces troupes russes qui contrôlaient la frontière, entre guillemets, entre la Géorgie et le reste entre l'Abkhazie et le reste de la Géorgie sur Ingourie. Donc les Géorgiens ont compris que la Russie n'allait pas changer de sa position. Donc du coup, à l'époque même de Shevardnadze, la Géorgie a commencé un petit peu à s'ouvrir au monde. Ils ont essayé de se rapprocher de l'Union européenne, des États-Unis, etc. Ce qui n'a fait que renforcer les doutes de la Russie par rapport à la Géorgie. Et ils ont commencé, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, d'augmenter la pression sur la Géorgie, notamment en commençant de plus en plus à reconnaître, en faisant semblant d'aller vers la reconnaissance de la séparation de l'Abkhazie vis-à-vis de la Géorgie. Ils ont commencé à distribuer les passeports russes à la population qui restait en Abkhazie. C'est comme si, voilà, je vous donne un exemple pour que vous compreniez à quel point c'est absurde du point de vue du droit international. C'est, supposons qu'il y a une région séparatiste dans un pays européen, par exemple la Catalogne. Okay, toutes choses étant égales par ailleurs, je ne compare pas à 100%. Et donc, si la France, par exemple, qui a la frontière avec l'Espagne et donc avec la Catalogne, distribuait les passeports français à tous les Catalans, ensuite, si la France disait que, voilà, moi je suis, puisque ce sont mes citoyens, je dois les protéger contre l'État espagnol. Bon, évidemment, ça me paraît tellement absurde dans la situation actuelle, mais c'est ce que la Russie a fait en Abkhazie, et donc la Russie a décidé qu'elle allait protéger maintenant légalement les citoyens abkhazes qui étaient aussi ses citoyens. Bon, je passe très vite parce que je vois que le temps passe. Juste en quelques mots de ce qui s'est passé dans les années 2000 et en 2008 notamment en Abkhazie. Évidemment, la reconnaissance du Kosovo a été quelque chose que la Russie a utilisé contre la Géorgie. Vous vous rappelez qu'en 2008, en février 2008, Kosovo a été reconnu, a proclamé son indépendance d'abord et ensuite a été reconnu par la plupart des pays occidentaux, pas tous, mais la plupart des pays occidentaux. Ça a provoqué une réaction très agressive de la Russie qui a menacé, ce sont les mots que vous pouvez très facilement trouver de la réaction de Vladimir Poutine en disant « Nous n'allons pas vous singer ». Nous avons notre propre recette maison. C'était exactement le terme qu'il a utilisé. Et la recette maison, c'était, voilà, on va faire la même chose, vous allez voir, mais ailleurs. Et notamment, on avait compris en Géorgie que ça pouvait tomber sur la Géorgie. Et dans toute la communication en 2008, ce qui a précédé, donc entre février et août 2008, donc dans 6 mois qui ont précédé la guerre russo-géorgienne, la Russie ne cachait pas son intention d'aller dans ce sens, de définitivement séparer, cette fois officiellement, l'Abkhazie de la Géorgie. Non seulement ils ont distribué les passeports, mais ils ont reconnu tous les documents officiels issus par cette entité séparatiste abkhaze. Ils ont renforcé leur présence militaire sur place. Ils ont commencé à abattre tous les drones de géorgiens qui essayaient de survoler pour comprendre ce que faisaient les Russes en Abkhazie, quel type de base militaire ils construisaient, et qui ont, après ce sommet désastreux, enfin en tout cas un sommet qui n'a pas été couronné de succès, donc le sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, où l'accès à l'OTAN à la Géorgie a été temporairement refusé, la Russie a pris la décision d'aller directement vers la guerre. Et donc, toute cette période maintenant entre avril et août, il y a les tensions qui augmentent dans la région et on va directement vers la guerre. Alors,
la guerre 2008, en août, a lieu principalement en Ossétie du Sud, sur le terrain de l'Ossétie du Sud, mais ça n'empêche pas la Russie du même coup de reconnaître entre guillemets, l'indépendance de l'Abkhazie, de reprendre par la force le dernier enclave dans le territoire abkhaze qui était contrôlé par le gouvernement géorgien, c'est la vallée de Kodori, donc la partie montagneuse donc de la haute vallée de Kodori qui jouxte la Svanétie. Ça a été repris et quelques jours plus tard, donc le 26 août 2008, la Russie a décidé d'officiellement reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie, de signer rapidement, en quelques jours, un traité qui garantit la présence quasi illimitée dans le temps de l'armée russe en Abkhazie, signé par ces autorités reconnues. En gros, on crée soi-même cette administration et après on signe avec soi-même un traité qui garantit la présence de nos troupes sur ce territoire. Bon, la Russie était un petit peu gênée d'être la seule puissance dans le monde d'avoir comme ça détruit le droit international et d'avoir changé les frontières internationalement reconnues. Donc la Russie a cherché quelques alliés dans le monde pour qu'ils reconnaissent également cette indépendance factice de l'Abkhazie et de l'Ossétie. Bon, ils ont trouvé plusieurs États, mais il s'agit vraiment des États parias qui n'ont pas grand-chose à perdre au niveau du droit international. Donc ça a été le Venezuela de Hugo Chavez et le Nicaragua de Daniel Ortega. Quelques mois plus tard, c'était quelques îles, en tout cas 2 îles du Pacifique qui évidemment n'ont rien à voir, rien à faire dans cette région. C'était l'île de Nauru et l'île de Tuvalu qui ont reçu en échange une compensation financière de la part de la Russie. Et récemment, le cinquième État à reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie de l'Ossétie, c'est Bachar el-Assad de Syrie, qui, comme on le sait très bien, est tenu complètement par la Russie et il n'a absolument aucun pouvoir de décider quoi que ce soit tout seul. Donc, mais globalement, ça a quand même été un échec parce que il y a tous les ans, il y a des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU où le nettoyage ethnique et la déportation des Géorgiens de l'Abkhazie est condamnée et on appelle la Russie à favoriser le retour de ces réfugiés sur le territoire de l'Abkhazie. Aucun État sérieux dans le monde, y compris les alliés proches de la Russie, de la région, je parle de la Biélorussie, de l'Arménie, du Kazakhstan, personne n'a reconnu cette violation du droit international et la Russie reste à peu près la seule à faire cela. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il est, si je vois bien l'heure, il est moins 10. J'avais une toute petite question par rapport c'était déjà, merci beaucoup Tornika, parce que je pense que tu as réussi vraiment en 40 minutes de nous donner toutes les informations qui sont vraiment les grandes lignes et les plus importantes. Et merci pour ça. Et une petite chose, quelle est la situation, si tu peux nous expliquer quelle est la situation d'aujourd'hui, la situation actuelle en Abkhazie? La situation actuelle, c'est que déjà sur le plan démographique, on ne sait pas combien de personnes vivent en Abkhazie. Les chiffres officiels ne sont absolument pas fiables parce que l'administration actuelle prétend et dit qu'il y a plus de 300 000 personnes sur place, mais bon, on est un minimum des notions d'arithmétique. Il y avait 525 000 habitants avant la guerre. Vous avez à peu près plus de 200 000 Géorgiens qui ne sont plus sur place. Rajoutez à ça la réduction drastique des Russes qui sont passés de 15 000 peut-être à 2 000 ou 3 000. Il n'y a plus aucun Grec quasiment, donc moins 10 000. Même les Abkhazes, entre 20 et 30% des Abkhazes ont quitté l'Abkhazie. Donc, on est certainement à moins de 200 000 personnes. Et même en moins de 200 000 personnes, l'ethnie abkhaze ne représente toujours pas la majorité dans cette région. Et ils ont extrêmement, maintenant, pour eux,
puisqu'avant, ils disaient que la menace principale, c'était la Géorgie. Maintenant, ils reconnaissent parfaitement que la menace pour leur survie, c'est la Russie. Je connais quelques personnes en Abkhazie encore qui avaient, lorsqu'on discutait sur les réseaux sociaux, m'ont répondu, mais tu sais, avant 2008, on était indépendant, maintenant on est reconnu, mais on n'est plus indépendant. Donc en fait, cette reconnaissance par la Russie a plutôt diminué leur marge de manœuvre. La marge de manœuvre des autorités abkhazes est proche de zéro. Elle est un petit peu plus grande que la marge de manœuvre des autorités de l'Ossétie du Sud, où là-bas, il n'y a même aucune prétention d'indépendance. Ils ne jouent même pas à l'indépendance. Et leur budget local est à 96% composé de transferts directs de la Russie, tandis qu'en Abkhazie, c'est à peu près 70% du budget qui est financé directement par la Russie. Les Abkhazes aujourd'hui qui vivent, la population qui vit en Abkhazie aujourd'hui participe aux élections russes comme les citoyens russes. Alors il est assez cocasse de voir que le jour des élections de la Russie, le président de l'État indépendant abkhaze va voter pour élire son propre président. Donc vous imaginez que, je ne sais pas, un État indépendant, Emmanuel Macron, va voter aux élections américaines en disant mon président c'est Donald Trump ou Joe Biden. Donc voilà, absurde. Oui, on est personne considère sérieusement cette fiction de l'indépendance en Abkhazie. On voit les vrais nationalistes abkhazes sont pas très heureux par cette situation. Ils essayent de résister. C'est pas pour autant qu'ils deviennent pro-géorgiens. Il faut pas avoir d'illusions non plus, parce que depuis 30 ans quasiment, enfin en tout cas 27 ans, il y a une nouvelle génération qui a grandi en Abkhazie, qui a été grandi, éduquée dans une espèce de méfiance, est un mot très faible. C'est vraiment, on peut dire, dans la haine vis-à-vis des Géorgiens. C'est très difficile de discuter avec ces gens, au point le gouvernement géorgien, dans les années 2000, a lancé un programme pour offrir aux Abkhazes et aux Ossètes du Sud la possibilité de se faire soigner gratuitement en Géorgie. Le système de soins est complètement détruit. Et ceux qui veulent se faire soigner vont aller en Russie, mais en Russie, le système de santé est beaucoup plus cher qu'en Géorgie. Et en plus, il n'est vraiment pas évident pour eux, parce que c'est loin de se faire soigner là-bas, et encore moins évident de se faire soigner en Europe. Donc, la meilleure alternative qu'ils ont, c'est de se faire soigner de l'autre côté. Et beaucoup l'ont fait. Des centaines, voire des milliers d'Abkhazes font ça régulièrement. Mais il faut absolument que ça soit caché, il faut absolument qu'ils ne le disent pas publiquement, voire, une fois revenus en Abkhazie, ils sont obligés de parler dans les médias, de dire oui, j'ai été obligé de me faire soigner en Géorgie, mais je déteste la Géorgie. Enfin, c'est ridicule, si vous voulez. Vous comprenez, sinon j'allais mourir, donc j'ai été obligé d'aller me faire soigner chez ces horribles Géorgiens. Et voilà, donc c'est la même chose pour les programmes d'éducation. L'éducation, c'est ce que je voulais dire. Peut-être dans leur fort intérieur, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas ce qu'ils pensent véritablement, mais il y a une telle pression sociale que vous ne pouvez pas dire quelque chose de positif sur la Géorgie. Il y a quelques journalistes abkhazes, quelques représentants d'ONG qui ont parfois dit quelque chose de neutre, même pas, ou alors légèrement positif sur la Géorgie, disant, voilà, ils ont fait des réformes, ils ont peut-être un meilleur même s'ils le pensent, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont dans un... péniblement dire quelque chose de semblable, alors ils sont tout de suite attaqués, condamnés. Justement, nous avons rédigé une pétition sur change.org. C'est une pétition qui a le but de sauver la vie d'un jeune homme. Vous savez, actuellement, tu es au courant de cette histoire, Tornike, mais je répète pour nos auditeurs, le jeune homme à 27 ans. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est pour moi, c'est-à-dire qu'il a dû partir, il a été réfugié dans son propre pays à cause de cette guerre. Donc, il a vécu à Tbilissi. Et il y a 4 ans, il est rentré
soigner, enfin pour soigner sa grand-mère qui était restée. En général, nous aussi, quand on est sortis en fait en tant que réfugiés, les vieux qui étaient nos grands-mères, nos grands-pères, etc., sont Oui, restés là-bas et on avait des voisins qui étaient à Praz et qui sauvaient la vie de ces gens-là. Quand les autres enfin, comment dire, je veux pas les appeler aprazes parce que je crois profondément que les aprazes nous aiment et que c'est des Géorgiens. Donc, j'ai du mal à les appeler aprazes, mais ceux étaient, qui combattaient, ils venaient, quand ils venaient, ben, les vrais aprazes qui se croient géorgiens l'ont sauvé, ces gens-là qui sont restés. Donc, ces jeunes hommes est rentré pour soigner sa grand-mère il y a 4 ans. Et là, il a vu ben, le 30 septembre, c'était une sorte de fête de l'indépendance. fête de la C'était victoire sur la Géorgie. Ça s'appelle comme ça. voilà, c'est ça. Et il n'a pas victoire. Enfin, il n'a pas. Enfin, je pense qu'il n'a pas pu vraiment. Ça devait être super. Déjà rien qu'à en parler, moi j'ai du mal à en parler parce que ça doit être émotivement très dur de regarder les enfants qui sont obligés, par exemple, de réciter des poèmes pour dire que les Géorgiens sont fascistes, c'est des bandits, que c'est des criminels et que c'est à cause d'eux qu'ils n'ont pas de l'indépendance. Enfin, c'est très difficile de regarder ça quand on est Géorgien et quand on est là-bas. Et je pense que ce jeune homme a dû avoir voilà, une petite euh, émotivement, il devait pas être très bien à ce moment-là. Il a brûlé un papier qui était où c'était représenté le drapeau d'Apraz. Évidemment, vous savez bien ce qu'il risque. S'il va en prison, évidemment qu'on va le tuer. Ben, il y a personne, tous les Apraz sont très fâchés et très en colère. Sur les réseaux sociaux, on peut lire les commentaires qu'ils veulent lyncher. On dit lyncher, non? Et donc, si on le libère, ben, de toute manière, il va pas survivre. Donc, la seule solution, ça serait les négociations. Donc, le gouvernement géorgien apparemment est en train de négocier, mais je sais pas exactement comment, etc. Mais le soutien de la communauté civile est très, très, très important depuis l'Europe. Donc, nous avons créé cette pétition. Je l'ai partagée tout à l'heure et vraiment, je demande à tout le monde, à vous tous et à vos amis, à vos contacts, partagez et signez s'il vous plaît parce que si ça peut, je vais mettre le lien directement dans les commentaires et voilà, excuse-moi de Juste un t'avoir. mot, Tamuna. Évidemment, il s'agit d'une histoire terrible de ce jeune homme qui est né en Aprasie, qui a aucun souvenir de l'Aprasie parce qu'il est parti, il devait juste être né. Il revient 4 ans plus tard, il voit la situation, il a un sentiment de révolte, il brûle un papier et donc il risque la peine de mort pour ça. Donc, dans aucun pays, peu importe l'Aprasie, la Géorgie, juger quelqu'un, enfin, condamner quelqu'un à la peine de mort parce qu'il a brûlé un papier qui représente un drapeau, c'est tout simplement inadmissible. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui représente un combat pour le droit humain, tout simplement. C'est pas du tout un engagement en faveur de la Géorgie ou dans un conflit interethnique. Tout simplement, enfin, moi, si quelqu'un était condamné en Géorgie à la peine de mort parce Bien qu'il a sûr. brûlé le drapeau géorgien, j'aimerais pas évidemment, mais ça me paraît absurde de condamner à mort quelqu'un qui brûle un papier ou de la même chose en France. Je veux dire, il y a tellement de gens qui font ça. C'est un acte répréhensible. Il doit y avoir des procédures pour cela, mais la peine de mort, ça me paraît complètement Bien sûr. inimaginable.
C'est pour ça que je vous demande à chacun de signer, de partager cette pétition pour qu'on puisse faire entendre notre voix. C'est la solution en Europe. On a cette solution-là de faire des choses paisiblement et en s'unissant. Donc, je vous remercie par avance. Tonique, encore une dernière, vraiment la dernière question. En suivant les actualités, tout le monde est au courant du conflit de Haut-Karabakh et nous, c'est nos voisins. Donc, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont nos voisins très proches. Euh, euh, Quel est le rôle et la position de la Géorgie d'aujourd'hui et le rôle qu'il doit avoir et quelle serait la position idéale? Tu peux nous... Et après, on termine. Bon, la situation de la Géorgie, la position de la Géorgie est très compliquée parce que c'est, comme tu l'as dit, ce sont non seulement les deux voisins de la Géorgie, mais aussi les voisins avec lesquels la Géorgie a des relations extrêmement suivies, extrêmement fortes. La Géorgie a des citoyens géorgiens qui sont ethniquement azéris et arméniens, à peu près à peu près 300 000, peut-être un petit peu moins, de personnes en Géorgie qui sont de langue maternelle azérie, un petit peu moins de 250 000 qui sont ethniquement arméniens, en tout cas considérés comme étant tels. Donc c'est beaucoup de monde. Et déjà, il faut absolument éviter à ce que ce conflit déborde sur le territoire de la Géorgie, premièrement. Ensuite, la Géorgie est dans une situation très compliquée, sujette aux pressions, parce que aussi bien l'Azerbaïdjan que l'Arménie, si leurs alliés, respectivement la Turquie pour l'Azerbaïdjan et la Russie pour l'Arménie, décident d'intervenir plus activement dans ce conflit et d'aider les deux pays caucasiens, si vous regardez la carte, l'Arménie n'a pas de frontière avec la Russie, et l'Azerbaïdjan n'a quasiment pas de frontière avec la Turquie, ou la frontière seulement dans l'enclave, donc l'exclave de Nakhitchevan, qui lui-même n'a pas de frontière, il n'y a pas de continuité territoriale entre Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan. Donc, les deux pays, donc les deux puissances régionales, que ce soit la Russie ou la Turquie, risquent de demander à la Géorgie le droit de passage. Et ça sera extrêmement difficile, une position très difficile à tenir par la Géorgie de ne pas s'engager, de rester neutre dans ce conflit. Par exemple, et la même chose s'applique à l'espace aérien, parce qu'on peut demander, pas seulement, d'ailleurs, à mon avis, il y a moins de chances qu'ils demandent le passage sur le territoire, donc sur la terre géorgienne, mais par la voie aérienne. Mais justement, la Russie, elle peut en profiter justement pour réaliser toutes ses rêves. Il y a eu le cas où la Russie n'accordait même pas ne demandait même pas l'autorisation sur voler, et à plusieurs reprises, ça a été reproché à la Géorgie par l'Azerbaïdjan. Maintenant, l'Arménie n'est pas contente également parce que les combattants que la Turquie acheminerait par avion vers l'Azerbaïdjan transiteraient également par la voie aérienne au-dessus de la Géorgie. Bon, le gouvernement géorgien a fait une déclaration, c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, à vérifier, où elle déclare que, donc, où cette déclaration dit que le matériel militaire ne transiterait pas sur le territoire géorgien pour aucun des deux belligérants. Et il faut pas seulement se contenter de ça, mais d'être plus actif dans la recherche de la solution et de proposer une plateforme, de proposer le territoire de la Géorgie pour les négociations. C'est ça? Tu disais proposer une plateforme neutre qui serait la Géorgie, c'est ça? Oui, après, il ne faut pas non plus avoir beaucoup d'illusions parce que la Géorgie n'est pas la puissance qui a des leviers sur l'Azerbaïdjan ou l'Arménie, de leviers suffisants en tout cas. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la Russie et la Turquie qui ont infiniment plus de moyens. L'Occident
est en net recul de la région, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est l'une des conséquences du retrait relatif des États-Unis et aussi de l'Union européenne de la région, qui a fait que, voilà, contrairement aux années 90 ou au début des années 2000, il n'y a plus aucune initiative qui vient de l'Occident. Maintenant, la balle est, enfin, je veux dire, le jeu est aux mains de la Russie et de la Turquie, et il faut espérer que ça n'atteigne pas dans la continuité, ça ne dure pas des mois et des années, parce que ça va détruire la réputation de la région. Bien sûr. Personne ne voudra investir dans cette région où il y a une guerre ouverte entre deux pays. Donc, on sera impacté, on est impacté puisqu'on est là. Projet énergétique qui existe entre la mer Caspienne et l'Europe, qui aujourd'hui permettent à l'Europe aussi de diminuer sa dépendance vis-à-vis de la Russie en matière énergétique, risque, si ça dure longtemps et si ces oléoducs et ces gazoducs sont détruits pendant cette guerre, et avoir des conséquences dramatiques. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de la Géorgie, si vous parlez égoïstement, à ce que ce conflit perdure. Et globalement, c'est dans l'intérêt de personne. Mais bon, là, on parle de la Géorgie. Bien sûr, on espère que ça se calmera très vite. Merci en tout cas, Tornike, pour ton intervention vraiment très informative et très importante. Et pour moi, surtout, c'était très important que quelqu'un comme toi parle de l'Abkhazie. Et c'est pour ça, mes chers auditeurs, que j'ai essayé d'optimiser le temps de tourniquet et de ne pas trop parler au début et de ne pas Pourtant, c'est un sujet qui te touche tellement. Oui, mais je pense que tu es plus neutre pour en parler. Mais toi, tu as vécu ça dans ta... Oui, mais tu es neutre pour en parler et tu as beaucoup plus de connaissances documentaires pour en parler. Et je pense que c'est pour ça que j'ai préféré. Et alors, je m'excuse pour mes auditeurs qui ont posé quelques questions et je ne les ai pas posées justement pour optimiser le temps de Tornike. Madloba Tornike da. Au revoir à tous les auditeurs. Au revoir.